Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. À l'écoute du changement global. Mais on commence la journée en compagnie de Pierre Cornu. Bonjour et un grand merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors Pierre Cornu, vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche à l'INRAE Clermont-Ferrand, vous êtes spécialiste de l'histoire économique et sociale des mondes ruraux et vous travaillez dorénavant sur l'histoire du temps présent, les enjeux environnementaux et la place des sciences et des techniques dans l'Anthropocène. Et vous êtes aussi président de Cité Anthropocène et c'est d'ailleurs sous cette double casquette que l'on vous reçoit. Alors, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça représente pour vous l'organisation d'un tel événement, un événement qui s'appelle à l'école de l'Anthropocène, Pierre Cornu? D'abord, c'est un événement qui résonne avec la demande de l'époque. C'est un événement qui, pour moi, est porteur d'attentes multiformes de la société, de personnes de tous âges, de tous milieux, qui sont en demande de questionnements approfondis, de réponses si possible positives aux enjeux du temps présent et d'une prise de responsabilité par les gens qui sont porteurs de projets de recherche, de domaines de connaissances, de domaines de création. Et donc un festival, c'est un lieu carrefour dans lequel toutes ces idées sont portées et sont mises en avant auprès de tous les publics. Et cette terminologie d'école de l'Anthropocène, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Pour moi qui étais un enseignant toute ma vie, je crois profondément à la mission de l'enseignement, mais d'un enseignement qui ne reste pas dans les murs et dans les formes canoniques, un enseignement qui se réinvente aussi dans ce monde de l'Anthropocène. Il faut varier les formes, il faut répondre à de nouvelles attentes, il faut faire école également pour l'école. Voilà, c'est ça, transformer le monde, c'est transformer aussi la manière dont nous le pensons et dont nous le transmettons. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement qui comble un manque aujourd'hui dans l'histoire des idées ou la place dans le débat public? Alors, si on dit qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y avait un défaut auparavant. Non, je crois que c'est tout simplement notre époque qui a des besoins gigantesques. Et donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On ne demande plus simplement à des gens qui sont sur un thème, une discipline, un objet, de parler à des élèves, à des étudiants d'un domaine précis pour les former à un métier bien cadré. On a tous besoin de comprendre le monde complexe dans lequel on vit. Et pour comprendre ce monde complexe, il faut penser d'autres types de formations et des formations qui sont plus interactives, plus horizontales, parce que personne ne comprend la totalité du monde anthropocène. Et donc nous sommes là pour un partage informé, rigoureux, mais un partage avant tout. Et en tant que spécialiste des mondes ruraux, quel est votre regard sur ce type d'événements qui se passent, mine de rien, dans des espaces très urbanisés ? Vous connaissez la fable du rat des villes et du rat des champs. Ils sont destinés à se rencontrer, à passer beaucoup de temps à se jalouser, à ne pas se comprendre. Mais je dirais que les chercheurs, les enseignants, les intellectuels, les artistes qui, comme moi, ont découvert les problématiques de l'Anthropocène viennent tous de quelque part. Moi, je viens effectivement de l'histoire sociale des mondes ruraux, de mondes qui étaient pré-industriels, qui sont rentrés dans la modernité par une voie propre, avec beaucoup de souffrance sociale aussi. Et j'ai essayé dans mes premiers travaux de comprendre cette entrée dans la modernité, la globalisation, les problématiques environnementales des mondes agricoles. Et puis, quand on réfléchit et qu'on ouvre le regard, on voit que tout est connecté à l'énergie, au transport, à la chose politique, aux marchés mondiaux. Et on se dit, je ne peux pas rester dans ma petite spécialité. Et il faut que les chercheurs soient capables de prendre des risques, de dire, j'ai publié pendant des années sur mon thème, je suis bon dans mon domaine, mais si je n'étudie pas des connexions, si je ne réponds pas aux demandes des gens qui me disent, oui, mais ce que j'ai dans mon assiette, d'où ça vient? Est-ce que c'était meilleur avant? Comment est-ce qu'on peut équilibrer l'agriculture, l'élevage, le climat, etc. Donc ça demande d'aller ailleurs. Le fait que moi je sois parti du monde disciplinaire des historiens pour aller vers un organisme de recherche où je croise des agronomes, des écologues, des économistes, des politistes, c'est parce que toutes les questions du rapport au vivant sont liées. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est l'inter et la transdisciplinarité pour aborder des questions complexes. Vous appelez en quelque sorte à une nouvelle épistémologie des sciences ? Je crois qu'effectivement, c'est ça dont nous avons besoin. Alors, il faut être modeste, parce qu'on ne réinvente pas l'épistémologie tous les 4 matins. Mais en tout cas, on a besoin effectivement de se poser de nouvelles questions, de développer de nouvelles méthodes pour y répondre, et de le faire sans espérer peut-être, comme les sciences classiques, arriver à des vérités absolues et éternelles. Nous avons besoin de connaissances robustes et, si possible, actionnables. Et donc, ce qu'on cherche, ce n'est plus la vérité absolue sur la nature, l'homme, le cosmos. Ce qu'on cherche, c'est à comprendre le monde dont nous sommes des acteurs
parfois de grands perturbateurs aussi, pour être capable d'en retrouver sinon la maîtrise, du moins l'intelligence et une capacité à éviter les désastres et si possible à construire de belles choses encore dans les temps qui sont devant nous. C'est une reconquête du futur, en fait, qu'il faut appeler. Et vous évoquiez le travail multipartenarial avec d'autres disciplines, d'autres chercheurs. Et qu'en est-il de la société civile? Comment est-ce qu'on crée une passerelle politique, citoyenne, avec l'émergence de ces événements-là? Nous sommes aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, dans une économie de la connaissance. Le monde est gouverné par la connaissance, l'innovation, les brevets, les technologies. Mais ce que nous cherchons à promouvoir dans ce festival, dans Cité Anthropocène, dans d'autres tiers-lieux ou tiers acteurs des mondes de la connaissance, c'est l'idée que l'innovation, c'est pas que la technique. Il ne s'agit pas de répudier la technique, mais l'innovation, elle est sociale, elle est culturelle, elle est dans les modes de vie, elle est dans les systèmes de valeurs. Et là aussi, il faut qu'on soit capable d'innover et de penser des choses qui n'ont pas une empreinte sur l'environnement, mais qui ont un feedback positif sur nos vies. Et peut-être à ce titre sur les formes d'innovation qui peuvent s'inventer dans le champ scientifique et dans les conversations à établir entre sciences. Ici aussi, chez Cité Anthropocène, il y a une volonté de décloisonner au-delà du champ scientifique et d'engager des conversations, notamment avec les arts. Quelle est l'importance de cette conversation pour vous, Pierre Cornu? Cette conversation, elle est nécessaire, elle prend du temps. Je dirais que toutes les formes d'interdisciplinarité ou de dialogue entre genres ne sont pas données. La rencontre de l'autre, il ne faut pas y aller avec des certitudes et avec un prêt-à-penser. Là, on est sûr de se tromper. La rencontre entre les scientifiques et les artistes, elle exige un respect mutuel, un respect de l'altérité profonde de la démarche artistique par les scientifiques et vice-versa. On ne demande pas aux artistes de découvrir des lois de la matière. On ne demande pas aux scientifiques de chercher le beau, mais on cherche à comprendre comment la connaissance, des idéaux esthétiques, des formes nouvelles peuvent rendre compte d'un monde qui de toute façon est interconnecté. Mais ce dialogue entre la science et les arts, c'est un dialogue qui se poursuit depuis très longtemps, qui se poursuit dans nos pays depuis des siècles. Simplement, il faut le réinventer à l'époque de l'Anthropocène, dans un temps de l'urgence et dans un temps qui a besoin qu'on prenne soin les uns des autres. Je dirais que le problème de notre monde, c'est pas simplement de tisser des passerelles, c'est d'éviter des conflits, des incompréhensions. Et donc ce dialogue, c'est aussi la manière de penser des passerelles et d'aller vers, de découvrir, d'être curieux de toutes les interconnexions du monde dans lequel nous sommes. Et justement, à ce titre, cette idée de conflits qui peuvent exister, dans le débat public, la place de la science est aujourd'hui, dans le même temps, au regard de l'urgence des enjeux auxquels on est confronté, peut-être remise en question, interrogée, questionnée, le climato-scepticisme qui peut foisonner à certains égards. Comment on construit une science qui se rend audible, accessible et qui percole finalement dans le monde réel? Alors tout d'abord, les mondes scientifiques ne doivent pas craindre le doute, le scepticisme, la controverse. Le propre du travail scientifique, c'est de construire des preuves avec des protocoles solides, de vérifier les hypothèses, de refaire les expériences. Les scientifiques n'ont pas à craindre d'exposer la fabrique de la connaissance. Et quand ils n'ont que des connaissances imparfaites ou des connaissances avec une part de probabilité, ils doivent l'admettre. Après, c'est autre chose de dire « je doute » et de dire « je ne veux pas entendre » ou de voir qu'il y a des entrepreneurs d'ignorance qui sont des gens puissants, qui sont des gens formés et informés, qui eux-mêmes peuvent tout à fait utiliser des ressources de la technologie ou de la science et qui ont des intérêts économiques et stratégiques à colporter l'ignorance et le doute. Donc, il ne faut pas mélanger les sujets. Je dirais que dans le rapport à la société civile, il faut être humble, respectueux et prendre le temps du dialogue. Dans le rapport avec les puissants, avec les grandes firmes, avec certains États, il faut être combatif, vigilant et sans faiblesse. Et le programme du festival qui a lieu pendant ces 4 jours conduit à saisir les enjeux et à relever les alternatives transformatrices de cette période anthropocène. Quelles seraient pour vous ces alternatives? Comment les imaginer alors que pèsent, mine de rien, certaines limites sur les passerelles que vous évoquiez juste avant? Pour lancer un point de débat qui pourra peut-être nous occuper toute la semaine, en fait, on a 2 grandes options stratégiques. Soit on considère qu'il y a un modèle dominant qui est obsolète, qui est moribond, qui est néfaste,
qui n'est pas durable et qu'il faut inventer à la marge, dans les sous-sols, dans des formes de résistance, des alternatives, en espérant qu'elles arrivent à changer les choses, à renverser l'ordre dominant. C'est la première option. La question c'est, est-ce que les chances de succès sont là ? Est-ce que nous avons le temps d'une telle stratégie ? Parce que ça implique beaucoup de destruction. L'autre option, ce serait, est-ce qu'on est capable de faire changer la vision du monde de ceux qui pour le moment ne veulent pas la changer ? Est-ce qu'on est capable de faire changer les comportements, non pas des individus qu'on va sommer de respecter des normes et de se montrer vertueux, mais de changer les systèmes sociaux, les systèmes économiques, les normes juridiques, les grands systèmes technologiques pour aller plus vite vers une transition. Et donc, est-ce qu'on embarque par un travail de persuasion avec un récit positif ou est-ce qu'on est dans le conflit ? Est-ce qu'on peut espérer gagner un conflit du pot de terre contre le pot de fer ou est-ce qu'on peut changer le regard du pot de fer sur la viabilité de son propre modèle ? Et je pense que nous sommes tous sur un gradient d'hésitation entre ces deux options stratégiques. Et en tout cas, à mon sens, l'idée que nous sommes dans un monde fragile, que nous avons besoin de nous rencontrer dans notre diversité, plaide plutôt pour l'idée de la conviction jusqu'au bout, tant que c'est possible, tant que nous en avons encore un tout petit peu de temps, la conviction. Mais pas une conviction irénique en disant voilà, tout va s'arranger finalement, l'humanité se comprendra. Non, une force de conviction, et c'est pour ça qu'on a besoin des scientifiques, des artistes, des enseignants, des travailleurs sociaux, de tous ceux qui ont une capacité à interagir positivement avec la société. On a évoqué la place et le rôle de la science. Moi, j'aimerais peut-être vous entendre sur le rôle du scientifique. Dans mes vagues souvenirs de cours de philosophie, le savant et le politique, le savant n'est pas son objet n'est pas de faire de la politique, et pourtant on a l'impression qu'aujourd'hui la place du scientifique doit s'exercer, y compris au dehors du laboratoire, pour exercer un rôle de passeur, de traducteur, de médiateur, je ne sais comment le formuler. Quelle est aujourd'hui dans quelle mesure l'Anthropocène reconfigure cette frontière entre savoir et pouvoir ? Oui, c'est une excellente question, mais je dirais que le processus qui nous a amenés là, il est essentiellement derrière nous. C'est-à-dire que les mondes scientifiques, les mondes de l'innovation technique, les acteurs économiques, les politiques publiques ont noué des alliances depuis l'ère industrielle qui n'ont cessé d'avoir un effet transformateur plus puissant sur nos modes de vie et sur l'environnement. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où plus aucun champ de la recherche ne peut se dire neutre et détaché de la vie ordinaire parce que toutes nos recherches ont des impacts. Pas simplement la recherche biomédicale ou la recherche sur l'énergie ou sur la chimie, même des recherches qui peuvent donner l'impression d'être sans impact, comme des recherches sur la culture, ont un impact. Et donc, il y a une responsabilité sociale et politique du chercheur, qu'il le veuille ou non, et il faut qu'il le veuille. Il faut qu'il y aille positivement et non pas à reculons vers la cité, vers les décideurs, vers le monde associatif et les citoyens aussi. Il ne s'agit pas de confisquer un dialogue à l'échelle recherche-pouvoir, il faut trianguler avec la société et toutes les formes de représentation de la société. Et c'est ainsi qu'on peut espérer effectivement faire en sorte que la recherche scientifique pense systématiquement les conséquences des questions, des protocoles, des résultats et de comment c'est actionnable. Aujourd'hui, de toute façon, l'essentiel de la recherche est finalisé. Mais pour quelle finalité ? Que vise-t-on ? Effectivement, et j'aimerais rebondir sur les propos que vous tenez depuis tout à l'heure avec la place d'un tiers. Vous avez parlé de tiers lieu, de tiers acteur. Là, vous parliez de triangulation. Est-ce que cette place... cette conception presque ternaire ne serait pas celle d'une création de la cité anthropocène ? Je crois qu'effectivement, ces idées de triangulation, on les porte dans le projet qui était celui de l'école urbaine de Lyon il y a pas mal d'années déjà. Hein. C'est cette idée qu'effectivement, le monde des arts, le monde des sciences et le monde de la société civile ont besoin de se parler, de se trouver dans des lieux qui ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, qu'il faut innover dans les formes, dans les langages, dans les objets que l'on traite, et qu'en musique, on fait des marches militaires avec du binaire et on danse avec le ternaire. Voilà. On entre bientôt dans la fin de cette première conversation, Pierre Cornu. On aimerait peut-être vous entendre un petit peu sur
l'esprit de ce festival qui est à l'école de l'Anthropocène. Comment vous qualifiez finalement pour donner à entendre et donner envie à nos auditeurs et au public présent ici, qu'est-ce qui va se passer finalement pendant ces 4 jours, dans les grandes lignes, parce qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Alors effectivement, traiter d'un programme aussi riche, aussi varié en quelques minutes, je ne vais pas en être capable. Je pense que l'esprit qu'il faut restituer, c'est le suivant. Il ne va pas de soi de parler positivement, avec optimisme, du monde dans lequel nous sommes, vers lequel nous allons. Nous sommes pris en tenaille entre les partisans du déni, circuler n'a rien à voir, et ceux qui sont déjà dans la panique. Et tenir cette troisième voie, encore le chiffre 3, d'un milieu où on est conscient, on est responsable, on voit les choses. Mais on cherche la positivité, on cherche la rencontre, on cherche le dépassement par le haut des crises. C'est ça l'esprit de Cité Anthropocène. C'est l'idée que nous sommes tous citoyens d'une cité qui fonctionne par emboîtement d'échelle. Il y a notre cité incarnée ici, dans les murs dans lesquels nous sommes. Et puis, il y a une cité globale, au-delà de nous, et qu'il n'y a pas d'extériorité, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de bunker où on va se cacher en laissant les autres souffrir. Et donc, parce qu'on est tous dans cette aventure, tous dans ce moment de fragilité, tous un peu cabossés aussi par le moment historique que nous vivons, on doit être dans le soin les uns des autres et que partager ensemble de l'image, du son, des émotions, des idées, c'est ça pour moi, le festival à l'école de l'Anthropocène. Et c'est à la fois un lieu de partage, un lieu où on apprend, un lieu où on dit tiens, on peut penser la question comme ça. J'avais en face de moi un mur, j'imaginais le devenir comme quelque chose d'opaque, et puis là, soudain il y a une effraction, il y a un artiste, un intellectuel, un chercheur qui m'a fait entrevoir quelque chose que je ne voyais pas, qui est devant moi pourtant. Voilà, c'est ça, pour moi, la réussite du festival, elle est dans la capacité à susciter ces percées dans le regard sur le devenir. Et ce sont des percées qui passent à la fois par des discussions qui tournent autour de la foudre, de l'amour, mais également de l'alimentation lors du dernier jour, ce soir, de la dignité, de la vulnérabilité. Quel pont, vous feriez entre toutes ces thématiques, si ce n'est celle de la création d'une troisième voie, comme vous le disiez ? Je crois que le fil directeur, il est dans le titre. Il s'agit de faire école. Il s'agit de diffuser, de donner envie, de dupliquer, d'inventer, de s'emparer d'eux. C'est l'idée d'un événement qui n'a pas de copyright. Il y a un savoir-faire. Et le savoir-faire, il faut le saluer dans cet événement. Et toute l'équipe qui a organisé ça, c'est un très beau savoir-faire. Mais en même temps, voilà, la Cité Anthropocène, elle est ouverte. Et donc, ce qu'on espère, c'est des résonances, des échos, des reprises dans les mondes qui nous entourent. Et alors, une dernière question, on le disait, vous êtes président de Cité Anthropocène, mais vous êtes également chercheur, historien, et je crois savoir que vous allez présenter du savoir, une masterclass. De quoi ça causera, Pierre Cornu ? Alors, je vais faire quelque chose qui est interdit dans ma profession, je vais parler du futur. Un historien ne travaille que sur des archives. Il n'y a pas d'archives du futur. Eh bien, je vais discuter avec les élèves, entre guillemets, qui viendront tout à l'heure à cette masterclass, du fait qu'on a besoin de lire les archives du futur pour éviter que ce soit le futur que nous ne voulons pas. Voilà. Tout un programme. Et écoutez, un grand merci. On va s'arrêter là. On va marquer une petite pause musicale. Et avant de se retrouver avec une prochaine conversation en compagnie de 3 invités, vous aurez l'occasion de découvrir. Merci beaucoup, Pierre Cornu. Merci à tous. Très bon festival. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.